On règle le problème son et on vient vous voir. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci à tout de à suite vous. Valérie Pécresse. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis née un 14 juillet. Depuis l'enfance, la France coule dans mes veines. On va oser entreprendre, créer. Je veux que le travail paye plus que l'assistance. 5 ans, c'était trop. 10 ans, ce sera trop tard. Macron va faire la réforme des retraites jusqu'à 65 ans. Mais qui a eu le courage de le dire? Qui a reparlé du nucléaire? C'est nous. Préférez toujours l'original à la pâle copie. Il faut d'abord restaurer l'autorité. Il est temps de nettoyer les zones de non-droit. Dans ma France, il n'y aura jamais des gens qui ne sont rien. Je serai la présidente de tous les Français. Rien ne m'arrêtera. Suivez-moi. Vive la République et vive la France. Bonsoir Valérie Pécresse. Est-ce que le problème de son a été réglé? J'ai l'impression que oui. Voilà, donc je le disais tout à l'heure, merci, vous avez été testé positif cet Ah après-midi. non, pardon, je m'entends en écho quand... Bon, on va essayer de régler ça. Je le rappelle, vous avez été testé positive au Covid cet après-midi, vous deviez être là avec nous en plateau. Je voulais juste savoir, si vous m'entendez bien, comment vous allez ce soir et comment vous abordez ces 15 derniers jours de campagne en ayant le Covid. Écoutez, aujourd'hui, tout va à peu près bien, sauf que je m'entends en écho dans mon oreille et que votre caméraman est en train de téléphoner. Donc c'est très très compliqué pour faire l'interview pour moi ce soir. Mais à part ça, la campagne se passe bien. Et vous, comment vous allez, vous? Elle est à fond. Et vous, comment vous allez ce soir? Vous êtes fatigué? Comment vous allez? J'ai quelques symptômes, mais rien de grave, je vous rassure. Très bien. Alors, simplement, je respecte les gestes barrières et je reprendrai les déplacements quand je ne serai plus positive. Je vais vous poser une question rapide avant d'accueillir Anne-Sophie Lapix. On est à donc un peu plus de 2 semaines du premier tour. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas encore décidé pour qui ils allaient voter. Si vous aviez là, devant vous, un électeur de droite qui hésite, il hésite entre voter Emmanuel Macron, voter Éric Zemmour ou voter Valérie Pécresse, vous lui dites quoi en 30 secondes pour choisir le bulletin Pécresse dans 2 semaines? Je lui dis de regarder le bilan d'Emmanuel Macron et de regarder mon projet. De voir que moi, je vais remettre de l'ordre dans la rue, aux frontières, dans les comptes, que mes solutions sont les plus audacieuses, les plus réformatrices, que je vais faire enfin toutes les réformes que la droite voulait faire pour réparer ce pays et ses grands services publics essentiels comme l'école, la santé, la justice. Et que moi, je ne lèguerai pas de dette aux générations futures, ni dette écologique, ni dette financière abyssale. Laurent Guimier a une question à vous poser, Valérie Pécresse. En fait, c'est plutôt une image qu'on va vous montrer, en tout cas qu'on va vous décrire si vous avez des difficultés à la voir. On a tout simplement demandé à nos téléspectateurs quel était, à leurs yeux, le sujet le plus important de la campagne. Et vous voyez que s'affichent à l'écran les mots qui sont les plus gros, qui sont ceux qui leur semblent le plus importants. Pouvoir d'achat, emploi, sécurité, économie, Ukraine bien sûr. Mais on voit que les questions économiques et sociétales, mais d'abord les questions économiques et notamment en plus gros, la question du pouvoir d'achat est celle qui, aux yeux des 200 téléspectateurs, domine leurs préoccupations à l'instant. Eh bien, vous me faites la transition avec la première intervieweuse qui va vous interroger, puisqu'on va parler de votre programme économique. Valérie Pécresse, vos propositions, c'est la patronne du 20h, celle qui vous informe tous les soirs, qui va vous interroger. On accueille Anne-Sophie Lapix. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Léa. Bonsoir madame. Marine Le Pen et Éric Zemmour ont annoncé le chiffrage de leur programme hier. Valérie Pécresse, vous les aviez précédés. Les chiffres, vous aimez bien ça, Anne-Sophie. Je dois dire. Qui vous connaît bien sait que vous êtes bonne en maths. Vous avez sorti votre calculette. Exactement. Alors on peut dire que vous vous démarquez avec le chiffrage de votre programme. Vous vous démarquez de vos rivaux. D'abord parce que vous avez un programme qui est plutôt moins dépensier. 42 milliards, c'est souvent moins que les autres. C'est-à-dire 50 milliards pour Emmanuel Macron, plus de 60 pour Éric Zemmour, Marine Le Pen. Mais surtout, vous vous démarquez par les économies que vous voulez faire. 84 milliards par an. Je crois que c'est du jamais vu. Alors j'imagine que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce programme, mais depuis un mois, il y a la guerre, il y a l'inflation qui augmente, il y a des perspectives de croissance qui sont moins bonnes. Est-ce que c'est le moment d'une cure d'austérité ?
Alors d'abord, ce n'est pas une cure d'austérité. Mais aujourd'hui, nous sommes champions du monde des impôts et nous sommes aussi avec une dette de 1 000 milliards d'euros supplémentaires par rapport à il y a 10 ans. Et cette dette, un jour, il faudra la rembourser. Alors je sais que dans cette campagne, il n'y a plus aucune limite à la démagogie des candidats, à la folie dépensière, à l'argent magique, que ce soit chez Emmanuel Macron, que ce soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite. On peut faire une retraite à 60 ans ou bien on peut dépenser toujours plus. C'est pas la vérité. Vous savez, quand j'étais ministre du Budget en 2011, j'ai vécu un moment assez spécial, assez fort de l'histoire de notre pays, c'est la crise des dettes souveraines. C'était un moment, à l'été 2011, où tous les spéculateurs se sont mis à attaquer la dette française parce qu'ils n'avaient plus confiance, ils se sont mis à la vendre et les taux d'intérêt ont commencé à monter. Et quand les taux d'intérêt se mettent à monter de 1, 2 ou 3%, eh bien, ça peut faire exploser toute l'épargne des Français et ça peut faire exploser aussi le budget de l'État parce que 1% de hausse d'intérêt, eh bien, c'est l'équivalent du budget de la justice, par exemple, par an. Donc, ce que je dis aux Français, c'est qu'il va falloir, certes, dépenser plus dans un certain nombre de domaines. Je fais des dépenses supplémentaires. Notamment, vous avez parlé du pouvoir d'achat. Vous avez dit que c'était la première préoccupation des Français. C'est pour ça que ma principale mesure, c'est l'augmentation des salaires de 10% grâce à mes économies que je vais faire ailleurs et qui me permettront de baisser les cotisations retraite des Français de 3% dès cet été. Donc j'ai des mesures de dépenses puissantes, mais je les assois sur des réformes puissantes. On peut dépenser mieux et moins. C'est pas du tout une cure d'austérité, Madame Lapix. C'est la fin des gaspillages, c'est la fin des doublons, c'est la fin de tout le monde fait tout en même temps. Valérie Pécresse, 42 milliards de dépenses pour 84 milliards d'économies. Ça veut dire mathématiquement qu'il y aura plus de perdants que de gagnants. Quels sont les perdants, Anne-Sophie ? Eh bien, il y a par exemple 5 milliards d'économies liées aux réformes du RSA et du chômage. On va commencer par le RSA. Vous voulez qu'il y ait une contrepartie au RSA de 15 heures d'activité au profit de la collectivité. Ce sera, chez vous, contrairement à ce que propose Emmanuel Macron, obligatoire. C'est les départements qui se saisiront de cet outil. Moi, je souhaite aujourd'hui que les bénéficiaires du RSA soient emmenés, d'ailleurs ça s'appelle revenu de solidarité active. Or, le mot actif, aujourd'hui, n'a pas de traduction réelle. Le RSA est une allocation. Mais c'est obligatoire ou pas ? Nous avons un triste record en France. Pardon, oui, Madame Lapix, une obligation. Mais nous avons un triste record en France qui est d'avoir le maximum de personnes au RSA qui ne trouvent pas leur voie de réinsertion. Mais ça signifie par exemple, excusez-moi, c'est difficile de couper la parole en duplex. Madame Lapix, je voudrais finir. Ça se fera en lien avec les départements qui sont en charge de l'aide sociale. Donc s'il y a un bénéficiaire du RSA qui est bénéficiaire du RSA parce qu'il a une pathologie psychiatrique ou parce qu'il a une addiction très lourde et qui ne peut pas exercer ses 15 heures, bien évidemment les départements qui seront en charge de gérer cette obligation de service, eh bien le verront et jugeront. Mais il faut instaurer cela de manière obligatoire. Si ce n'est pas obligatoire, ça ne marchera pas. C'est du en même temps. Je vous posais la question parce qu'il n'y a pas que les pathologies. Il y a par exemple aussi une mère de famille qui a un enfant petit et faire garder cet enfant, ça coûte trop cher. Elle ne peut pas payer la nounou et elle aura du mal à effectuer ces 15 heures de travail. Ça peut être un cas. Il n'y a pas forcément que les pathologies. Rappelons quand même que le RSA, c'est 565 €. Hein. Donc on demande 15 heures de travail hebdomadaire pour 565 €. Madame Lapix, le RSA n'est pas un salaire maternel. Non. Le RSA n'est pas fait pour aider des femmes à garder leurs enfants à la maison. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas ce que je dis. Qui est seule avec un enfant, il faut qu'on l'aide à retrourer un emploi. C'est ça qui est important. Mais il faut poser des heures pour la collectivité, ça n'aide pas forcément toujours à retrouver un emploi. Mais j'ai un plan pour ça. Parce que je vous dis, le RSA n'a pas été fait pour faire un salaire maternel. J'ai un plan pour lutter contre la pauvreté des enfants. Je veux qu'il n'y ait plus d'enfants pauvres dans notre pays. Et pour cela, alors je ne fais pas la cantine gratuite comme Jean-Luc Mélenchon parce que je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Je fais la cantine à 1 € et j'organise un service public de la petite enfance pour justement pouvoir faire garder les enfants de ces femmes qui sont seules,
ces femmes qui sont précaires et pour leur permettre de retrouver un travail. Parce que je ne veux pas les enfermer à la maison avec leurs enfants. Je veux au contraire leur donner un avenir, leur redonner un espoir. Mais et pour les je mamans précise solo, qu'une femme qui a un enfant aussi, petit et qui touche le RSA, c'est pas forcément une femme qui s'est arrêtée de travailler et qui touche avec le RSA un salaire maternel. Ça n'a rien à voir. C'est une femme qui a du mal à trouver du travail avec ou sans enfant. Mais non, vous avez pas... Voilà. Si, mais vous avez pas alors, compris ce que pour je aller un voulais petit, vous pour dire. prolonger, pour aller quand on est un petit à peu la plus loin. maison, seul avec son enfant. Excusez-moi. Cette réforme, en tout cas, que vous voulez appliquer, dans votre chiffrage, vous dites qu'elle va vous rapporter 1,8 milliard, cette réforme. C'est ce que vous écrivez. 1,8 milliard, ça correspond à 300 000 personnes qui touchaient le RSA et qui ne le touchent plus. C'est ça que vous voulez faire? Ce que je veux, c'est lutter contre toutes les fraudes. Tous les Français seront bénéficiaires de mon programme. Tous, parce que je vais remettre de l'ordre à la fois dans la rue, aux frontières et dans nos comptes. Tous les Français qui travaillent auront des hausses de salaire de 10% et on commence par 3% dès cet été. Mais ce que je ne veux pas, c'est que les fraudeurs, c'est que les délinquants, c'est qu'il y ait des personnes qui touchent et qui bénéficient d'allocations auxquelles ils n'ont pas droit. Vous savez, il y a dans un certain nombre d'endroits des personnes qui touchent le RSA mais qui ont d'autres sources de revenus. Eh bien moi, je souhaite que ces personnes-là, elles travaillent, elles aient des activités d'intérêt général avec le RSA. Je rappelle en tout cas que le RSA, c'est le principal rempart à la pauvreté. Il a été créé aussi pour ça. La Cour des comptes le disait récemment. Ces bénéficiaires sont des gens qui souvent ont de graves difficultés et leurs revenus sont très en dessous du seuil de pauvreté. Très en dessous, je le précise. L'autre réforme, c'est celle du chômage, qui consiste à baisser de 30% l'allocation des chômeurs au bout de 6 mois. Mais cette fois, c'est plus les chômeurs qui touchent au-dessus de 4 500 €, mais plutôt 2 000 €. 2 000 €, c'est considéré comme une rente. Vous pensez que les gens se satisfont de ces 2 000 € et ne cherchent pas d'emploi? 30% en moins, on passe de 2 000 à 1 400. C'est pas du tout ma proposition. C'est pas du tout ma proposition. Ma proposition, c'est de dire, quand on touche effectivement l'euro et qu'on a moins de 50 ans, parce que c'est plus difficile de retrouver un emploi quand on est un salarié senior et qu'on a plus de 50 ans. Quand on touche 2 000 € et qu'on a plus de 50 ans, si on a une offre raisonnable d'emploi qui vous est faite ou une formation pour un métier qui recrute, on doit la prendre au bout de 6 mois. Si on décide, on a le choix, si on décide de ne pas prendre cette formation ou de ne pas prendre cet emploi, alors il y a une dégressivité qui s'applique. Cette réforme, elle a été faite dans tous les autres pays qui nous entourent. Le sujet aujourd'hui, c'est d'inciter au retour à l'emploi davantage, parce que nous avons aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois non plus. Et qu'aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de patrons, d'employeurs, d'entrepreneurs qui nous disent « on voudrait » que nos salariés reviennent travailler. Mais, Madame Lapix, le sujet, il est aussi du prix de l'essence, il est aussi du coût des transports. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est parfois plus avantageux d'être avec une allocation chômage que d'aller travailler. Parce qu'il y a le coût de l'essence. C'est pour ça que moi, j'ai demandé à l'État de rendre aux Français l'intégralité du surcroît de taxes dont il a bénéficié grâce à la hausse des prix de l'essence. Valérie Pécresse. On me dit que c'est 25 centimes par litre, il ne rend que 15 centimes. Moi, je souhaiterais qu'il rende 25 centimes aux Français, parce que j'ai bien conscience aujourd'hui que pour des salariés qui ont des petits salaires, je rappelle que ma grande mesure, c'est de les augmenter, ces salaires, eh bien, le coût de l'essence, le coût du transport est très important. Et je voudrais qu'on défiscalise les chèques essence que les entreprises veulent faire, comme on défiscalise les tickets restaurants. Valérie Pécresse, Anne-Sophie Lapix vous a posé des questions sur les perdants potentiels si vous êtes élu de votre programme. Il y a des gagnants aussi du programme de Valérie Pécresse. Est-ce que les entreprises sont gagnantes? Eh bien, je me pose la question, Léa. On pourrait le penser parce que vous êtes une candidate de droite. D'un côté, il y a les 10 milliards de baisse d'impôts de production que vous avez annoncé. D'ailleurs, sur votre chiffrage, dans le programme que j'ai lu, il est inscrit 5 milliards. Pourquoi est-ce que j'ai loupé quelque chose? Parce que, comme dans tous les autres programmes de tous les autres candidats, quand on baisse les impôts de production, on estime que ça va créer de l'activité en France. L'objectif de baisser les impôts de production, c'est de rendre la France plus compétitive. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en proie à une désindustrialisation absolument tragique, que nous avons 85 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale, que nos usines sont rachetées, que dans tous les territoires de France, on voit des usines fermées. Valérie Pécresse, c'était juste une question. J'essayais de comprendre pourquoi c'était plus que les autres voisins. Au lieu de dire c'est étonnant parce que quand on baisse les impôts de production, on crée les gens des anticipent que ça va créer entreprises 5. et on crée de la richesse.
Bon, c'est Valérie Pécresse, une précision. Absolument, Anne-Sophie. c'est exactement, Attendez, c'est allez-y. exactement ce que je dis. Attendez, pour que les téléspectateurs comprennent bien, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord Pas et facile. le duplex. Effectivement, sur le programme, il y a marqué 10 milliards, on tourne 2 pages et c'est 5 milliards inscrits sur le chiffrage. Donc là, vous dites que c'est parce que vous espérez que ça va créer tellement de croissance qu'en fait, ça ne sera plus qu'un effort de 5 milliards. J'ai compris, même si je suis assez étonnée. 10 milliards aux entreprises d'un côté, donc, si on prend vos 10 milliards... C'est le chiffrage habituel, c'est le chiffrage habituel des économistes, c'est-à-dire que quand vous baissez les impôts, vous permettez de créer effectivement des nouvelles entreprises, vous incitez à davantage de relocalisation de l'autre côté, en France et de réindustrialisation. Il y a aussi un autre gagnant dont vous n'avez pas parlé dans le programme. C'était juste sur le chiffre qui était écrit. S'il vous plaît, juste la question d'Anne-Sophie. Donc 10 milliards de côté, on va prendre ces 10 milliards. De l'autre, vous annoncez que vous supprimez 15 milliards d'aides aux entreprises jugées inefficaces. Et là, je voudrais vraiment savoir ce que sont ces aides inefficaces. 15 milliards, hein, c'est plus que 10 milliards de baisse d'impôts de production. Alors, je vais vous répondre. Il y a aujourd'hui 2000 guichets d'aide aux entreprises en France. 2000 guichets d'aide aux entreprises en France, dont 300 guichets qui gèrent moins de 1 million d'euros de subventions. Et la Cour des comptes a fait un recensement d'un certain nombre d'aides dont elle estime qu'elles ne sont pas en réalité très productives. Moi, ce que je souhaite, c'est que plutôt que de donner des aides aux entreprises directes, des subventions, c'est de leur donner des commandes publiques. Et c'est ce qu'elles demandent. Prenez par exemple là, vous m'avez pas répondu parce que je voudrais des Elles ont attaqué Emmanuel Macron 15 milliards, très vigoureusement. Elles ont attaqué Emmanuel Macron très vigoureusement parce qu'Emmanuel Macron leur donne beaucoup de subventions avec les plans relance, etc. Elles disent mais nous on veut pas de subventions, nous on veut des achats publics. Donc ce que je souhaite, c'est donner la priorité un Buy European Act, en bon français dans le texte, donner la priorité aux entreprises européennes dans toutes les commandes publiques. Et je pense que c'est quand même 15 milliards d'aides aux entreprises. Système de subventionnement. Ensuite, il y a 5 milliards en moins de niches fiscales. Alors, il y a quelqu'un qui disait en 2019, supprimer une niche fiscale, c'est augmenter les impôts. C'était vous. Quelles sont ces niches fiscales que vous supprimez ? Écoutez, je ne dirai pas dans le détail, je sais lesquelles c'est, mais derrière chaque niche, il y a un chien, Madame Lapix. On peut donc prévenir je ne le dirai chien pas avant les lesquelles. élections. Mais je l'ai dit. Il y a un certain nombre de rapports de l'inspection des finances, de la Cour des comptes. Je les mettrai tous en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de mettre en œuvre ces rapports et de faire les économies sur les gaspillages que tout le monde connaît, mais que personne ne résout. Madame Lapix, pardon, excusez-moi. Non, mais je vais vous dire ce que j'ai fait dans ma région. Dans ma région, j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris toutes mes aides. Et j'ai regardé quelles étaient celles qui étaient utiles et celles qui correspondaient à des gaspillages. Et je les ai petit à petit supprimées. Mais on ne les connaît pas. Alors au début, évidemment, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, vous ne les connaissez pas non plus. Parce que j'ai fait 2 milliards d'économies. Je les ai fait petit à petit avec une vraie méthode de revue générale des politiques publiques. Dernière chose, ça c'est une dépense. Mais vous n'avez pas parlé des familles qui étaient les grandes gagnantes de mon programme. Oui, mais vous savez bien que moi je vois toujours les choses en noir. Et en fait, je pense que les interviews, les familles, elles gagnent 3,6 milliards d'allocations. Les interviews, c'est fait pour voir ce qui va pas, ce qui est flou, et les meetings, c'est fait pour dire ce qui va bien. Alors, il y a une hausse de salaire de 10%. Non, c'est bien aussi de dire que les mères seules qui touchent le RSA auront aussi 900 € d'allocation familiale pour leur premier enfant. C'est important de le dire. C'est bien de le dire. Vous ne l'avez pas dit. Donc, je finis sur les entreprises, parce que je me pose des questions si elles sont vraiment gagnantes. Il y a une hausse de salaire de 10% pour ceux qui gagnent jusqu'à 2,2 SMIC, 2800 €, vous l'annoncez. Cela va coûter cher aux entreprises si elles acceptent de le faire. Dans votre budget, vous prenez en charge 3% et vous le budgétez 7 milliards. J'en conclus que les 7% qui restent, ça fait 16 milliards pour les entreprises. Et ça, vous contestez cette facture ou pas? Alors, non, pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est que dès que je serai présidente de la République, si les Français me font confiance, nous ferons une grande conférence sociale et salariale. Je souhaite que les entreprises fassent une part du chemin, je le leur ai dit. Moi, je mettrai sur la table, effectivement, une baisse de 30% des cotisations retraite cet été sur la feuille de paye, donc 3% de hausse de salaire. Ça veut dire que pour un salarié qui gagne 1 400 €, eh bien, net,
il aura 500 € de plus de salaire sur l'année. Et je demanderai aux entreprises de faire un effort. Et nous ferons un observatoire des salaires. Nous regarderons comment les salaires évoluent. Et puis, je vais continuer mes économies petit à petit. Je vais baisser les impôts des entreprises. Et il y aura un donnant-donnant. Si les impôts des entreprises baissent, elles devront en contrepartie augmenter les salaires de leurs salariés. Mais elles le feront. Elles y ont tout intérêt. Elles ont intérêt à ce que leurs salariés soient mieux payés et à mieux recruter. Aujourd'hui, le vrai problème des entreprises, c'est de recruter et de fidéliser leurs salariés. J'ajoute qu'on n'a pas parlé des fonctionnaires. Non, mais alors c'est dommage, c'était mon point. C'était mon point Il y aura suivant. moins. Du coup, je peux poser juste une seule question de chiffrage pur. Vous dites que la suppression de 200 000 fonctionnaires va rapporter 15 milliards et demi dans votre chiffrage. Alors, je ne sais pas si vous comptez 200 000 ou si c'est 150 000, puisque vous en embauchez 50 000, ça vous allez préciser. Mais c'est bien 15 milliards et demi pour 200 000 fonctionnaires supprimés? Oui. C'est 200 000 postes supprimés, c'est-à-dire le non-remplacement d'un départ sur 3 à la retraite. Oui. Ça vous rapporte non-remplacement d'un départ sur 3 à la retraite. Et je crée 50 000 nouveaux postes. Oui. Dans mes 3 missions. Je demandais ça parce que éduquer, François Fillon, protéger, soigner, 25 000 à l'hôpital, François Fillon, pour 15 milliards, dans la justice et 10 000 dans il l'école. supprimait 500 000 postes. Donc vous avez le même chiffre, sauf que lui, c'était 500 000 postes. Alors, soit vos fonctionnaires sont extrêmement bien payés, soit il y a eu un problème de calcul à un moment donné. Écoutez, je ne connais pas le programme de François Fillon, mais moi, ce que je sais, c'est que tout chargé, c'est 15 milliards. Avec les charges. Valérie Pécresse, vous n'êtes pas sur le plateau, mais autour de vous, autant ce duplex, il y a 200 Français qui vous écoutent et qui vous suivent. Et Laurent Guimier leur a posé une question. Oui, on a évalué, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la question du RSA et de l'activité en contrepartie de laquelle du RSA vous demandez quelque chose. Cette mesure, c'est-à-dire exercer une activité au bénéfice de la collectivité en échange du RSA, 73% des téléspectateurs qui sont autour de vous approuvent cette mesure. Valérie Pécresse, vous restez avec nous. Anne-Sophie, merci. On va passer maintenant aux questions internationales et à cette guerre d'Ukraine qui percute l'élection présidentielle. Pour vous interroger, le journaliste aux éditos pointus et affûtés tous les soirs dans C'est à vous et le dimanche sur France Culture. On accueille Patrick Cohen. Bonsoir Patrick. Bonsoir Léa, bonsoir Madame Pécresse. Vous vouliez revenir sur les relations de la Russie et de la droite française auquel appartient le camp auquel appartient Valérie Pécresse. Oui, je vais vous montrer une petite archive puisque vous dénoncez la complaisance de vos concurrents de droite à l'égard de Vladimir Poutine. Je me suis demandé si votre camp politique n'avait pas aussi à faire son examen de conscience. Quand Moscou commence à faire la guerre à l'Ukraine en 2014, en annexant la Crimée, et que l'Europe et la France prennent des sanctions, l'UMP puis LR n'ont cessé de demander leur levée. Votre parti a même crié au scandale quand François Hollande a annulé la vente à la Russie de 2 navires de guerre Mistral, position défendue alors à Moscou devant Vladimir Poutine par celui qui était alors le chef de l'opposition, Nicolas Sarkozy. J'ai dit à M. Poutine que je ne comprenais pas pourquoi on exclut la Russie du G8, justement parce qu'il y a des désaccords, il ne faut pas davantage parler. Parce que si on ne parle qu'à des gens avec qui on n'a que des accords, la conversation s'arrêtera vite. Et je lui ai dit aussi que les sanctions faisaient souffrir la Russie, mais qu'elles faisaient souffrir en Europe et en France, notamment nos malheureux agriculteurs et nos éleveurs. Vous êtes pour la levée des sanctions? Je suis pour la levée progressive des sanctions. Il avait tort? Écoutez, rétrospectivement, je pense que François Hollande a pris une bonne décision parce que si on avait livré ces frégates Mistral, eh bien aujourd'hui, elles seraient utilisées vraisemblablement contre l'Ukraine, ou pour aider la Russie à faire la guerre. Je rappelle qu'à l'époque, François Hollande a pris la bonne décision. Je rappelle qu'à l'époque, tous les députés LR à l'Assemblée nationale ont voté de façon unanime contre l'annulation de la vente de Mistral. Oui, parce que nous, en fait, à l'époque, on considérait que c'était compliqué pour vendre des armes à l'export de mettre fin à un contrat qui avait déjà été signé et qui avait déjà été scellé. Et on avait peur que la parole de la France
l'engagement de la France soit discrédité et qu'on ne puisse plus avoir de nouveaux contrats à l'export à cause de cette décision. Je me souviens de ce débat que nous avions eu effectivement, et c'était un débat qui était assez balancé, mais la position qui a emporté, c'était de dire on n'auront pas un contrat en cours. Plus généralement, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé dans votre relation à Vladimir Poutine en réclamant en permanence le dialogue avec quelqu'un qui ne comprend que le rapport de force, c'est-à-dire malgré la Tchétchénie, malgré la Géorgie, la Syrie, la Crimée, les assassinats d'opposants, les élections truquées, vous considériez qu'on avait affaire à un type un peu rugueux et pas à un dictateur expansionniste? Monsieur Cohen, vous ne pouvez pas m'accuser de la moindre complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine. J'ai fait 3 débats de la droite pendant la primaire où j'ai exprimé devant mes camarades le fait que, connaissant Vladimir Poutine, ayant déjeuné déjà 3 fois avec lui dans le cadre de mes fonctions ministérielles, connaissant la Russie, parlant je ne savais qu'une seule chose de lui, c'est que c'était un homme qui ne respectait que le rapport de force et qu'il n'était pas notre ami. Mais bien évidemment, la France doit être une puissance stratégique et d'équilibre, donc elle doit dialoguer avec tout le monde. Mais Vladimir Poutine, je n'ai jamais eu aucune complaisance avec lui, aucune naïveté. Et par ailleurs, moi, je reproche à la France, et pas à la droite, de ne pas avoir vu des signaux faibles de la dérive autoritaire de Vladimir Poutine. Et 2 signaux faibles qui auraient dû nous alerter et qui ne l'ont pas fait, mais je ne refais pas l'histoire parce que peut-être que je ne les aurais pas vus non plus si j'avais été à la tête de l'État. Mais il y a eu quand même les milices Wagner en Centrafrique et au Mali qui mènent une guerre informationnelle contre la France et qui dénigrent notre pays. Et puis, il y a de l'autre côté, vous vous souvenez, le chantage migratoire de la Biélorussie à la frontière polonaise, qui avait été encouragé par Moscou. Et déjà, on voyait les prémices d'un Vladimir Poutine qui voulait mettre l'Europe à genoux. Donc on avait des signaux d'alarme que nous, l'Europe, les Français, nous n'avons pas vus, que les Américains ont mieux perçu que nous. Donc on doit s'interroger là-dessus. Valérie Pécresse, il y a l'histoire, notre histoire avec la Russie, et puis il y a l'actualité aujourd'hui, 1 mois de guerre. Patrick, vous aviez une question sur les entreprises françaises russes. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, notamment, et les sanctions? Avec cette phrase de Volodymyr Zelensky, qui a été acclamé hier par les parlementaires français, les valeurs valent plus que les bénéfices. Est-ce que les entreprises françaises accusées par les Ukrainiens d'être des sponsors de la machine de guerre russe doivent se retirer? D'abord, je salue la décision qu'a prise Renault, parce que c'est une décision courageuse d'arrêter ses activités en Russie. Ça va lui coûter cher, mais il a les épaules pour le faire. Il y a un certain nombre d'autres entreprises françaises qui sont de plus petite taille, qui travaillent en Russie. Et là, je suis plus prudente. Je suis plus prudente parce que je pense à leurs salariés, je pense à ces entreprises et je pense au risque que nous avons que ces entreprises soient rachetées à vil prix par des intérêts russes et que la France perde beaucoup à devoir brader comme ça un certain nombre de ses intérêts économiques. Donc moi, vous parlez des salariés russes ou aux entreprises françaises. Vous parlez des salariés russes ou des salariés ukrainiens? Vous avez vu que les salariés ukrainiens de certaines entreprises réclament à leur maison mère le retrait de la Russie. Hein. Non, mais j'ai dit que quand on est une grande entreprise comme Renault, qu'on est une multinationale et qu'on a des responsabilités, c'est bien de suspendre ses activités en Russie. Mais je dis que quand on est une PME française qui exporte, qui travaille avec la Russie, qui a une centaine de salariés et qui sait que si elle arrête de travailler avec la Russie, eh bien elle va mourir, je dis que là, je ne vais pas donner des leçons de morale et je pense qu'il ne faut pas que les Français payent pour cette guerre. Pas eux, pas ces Français, ces salariés qui n'ont rien fait de mal dans la guerre. On entend l'argument, ça risque de coûter cher. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que ça coûtera toujours moins cher qu'une guerre dévastatrice qui risque de déborder les frontières de l'Ukraine? Ce qui est certain, c'est que je suis pour les sanctions. Et je suis même pour la transparence sur ces sanctions, parce que j'ai réclamé depuis le début qu'on s'en prenne à Poutine et aux oligarques leurs biens. Moi, j'aimerais que le gouvernement fasse la transparence aujourd'hui
sur l'ensemble des biens qui ont été saisis. On connaît les yachts, les villas dans toute l'Europe de ces oligarques. Et pourquoi pas une proposition un petit peu audacieuse? Pourquoi pas les utiliser pour accueillir les réfugiés ukrainiens? Ah oui, effectivement, c'est une idée. Utiliser les chalets de Courchevel et les yachts sur la Côte d'Azur pour accueillir les réfugiés ukrainiens, c'est votre idée? Eh ben, écoutez, moi, ça ne me déplairait pas. Je trouverais ça assez... ça aurait du panache et ça permettrait de montrer aussi à la Russie qu'on ne peut pas impunément mener une guerre contre la liberté des peuples et contre ses voisins. J'ajoute quand même que les sanctions commencent à porter leurs fruits, et puisque le rouble a perdu la moitié de sa valeur, et que pour le peuple russe, les sanctions commencent à être... puisque les importations aujourd'hui sont hors de prix. Ils ne peuvent plus rien importer de l'extérieur. Et dans le même ordre d'idée, utiliser les surprofits des compagnies pétrolières et des autres groupes liés à l'énergie pour une sorte d'impôt de guerre, vous y êtes favorable ou hostile? J'ai dit que je voulais que l'État rende tout l'argent du surplus de taxes qu'il avait récupéré. Je pense que c'est absolument indispensable qu'il rende l'argent aux Français, qui ne s'enrichissent pas avec des surplus de taxes gérés par la hausse des prix de l'essence, générés par la hausse des prix de l'essence. Et je pense qu'il y a vraiment un effort à demander aux pétroliers sur les prix à la pompe. J'ai vu d'ailleurs que Total avait bougé sur ce sujet ces derniers jours. Oui, il y a un effort. Il y a un effort de Total, mais moi, je pensais à une contribution directe sur les profits engrangés par Total. C'est plus de 13 milliards, près de 14 milliards l'an dernier. Dernière question, Patrick. Oui, sur les réfugiés, la France... Alors, j'ai une autre idée, Monsieur Cohen. Ah, plein d'idées. Pardon, j'ai une autre idée, Monsieur Cohen, toujours sur les pétroliers. Le sujet, c'est quand même qu'on arrête les importations de pétrole et de gaz russes au maximum. C'est une décision qu'on n'arrive pas à prendre au plan européen parce que certains pays européens sont aujourd'hui beaucoup trop dépendants du pétrole et du gaz russe. Ils n'arrivent pas à sortir de cette dépendance. Mais j'ai vu que les Allemands avaient commencé à s'approvisionner au Qatar. Est-ce que la France ne pourrait pas, elle aussi, sécuriser d'autres approvisionnements et, elle aussi, sortir de cet approvisionnement russe? Mais ça nécessiterait qu'on aille trouver des approvisionnements ailleurs. Une dernière question, Patrick Cohen. Les réfugiés, la France a accueilli pour l'instant 26 000 réfugiés ukrainiens. Jean Castex indique que 100 000 places sont ouvertes. Est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce que c'est le bon niveau d'effort? Est-ce que nous devons garder les portes ouvertes à tous ceux qui fuient la guerre et veulent trouver refuge en France? Moi, je suis fidèle à la tradition d'asile de la France. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé même dans ma région. Nous avons ouvert 600 places d'accueil dans les îles de loisirs de la région pour accueillir des sportifs ukrainiens qui étaient là, des familles ukrainiennes qui étaient déplacées. Donc on a commencé dès aujourd'hui à les accueillir. Je pense qu'il faut que nous soyons fidèles à cette tradition, j'allais dire, ces valeurs de la France. Et on accueille tout le monde, y compris les non-Ukrainiens qui fuient l'Ukraine. Puisque vous avez vu que certains... On accueille tous ceux qui sont persécutés dans leur pays, c'est-à-dire qu'on accueille les Ukrainiens. À titre provisoire, on peut accueillir aussi des personnes non ukrainiennes qui se trouvaient en Ukraine, mais eux, ils ont vocation à rentrer chez eux, ils ne sont pas réfugiés. Merci Valérie Pécresse, merci Patrick Cohen, vous restez là. Laurent Guimier a encore une question à vous poser sur le sujet international. Aux questions posées aux Français. Voilà, questions posées aux Français. On a évalué deux questions. La première sur l'envoi d'armes à l'Ukraine. On a demandé à nos téléspectateurs s'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire permettre d'envoyer à l'Ukraine des armes offensives permettant d'attaquer les forces russes et pas uniquement des armes défensives. Il y a une majorité relative pour cette solution de renforcement de l'aide à l'Ukraine. Et puis la deuxième question qui a été posée sur les entreprises françaises qui doivent quitter la Russie, là c'est assez majoritaire. Nos téléspectateurs pensent que les entreprises françaises doivent quitter la Russie. Puis vous nous avez pris un petit peu de cours avec votre proposition sur le relogement des réfugiés ukrainiens dans les chalets ou dans les yachts. Mais nous sommes en train de poser la question à nos téléspectateurs et on donnera la réponse à la fin de votre... Après Nathalie Saint-Cric. Justement, on passe à notre troisième grand thème avec vous. Nous allons aborder les questions de société avec Nathalie Saint-Cric.
Bonsoir Nathalie. Bonsoir Léa, bonsoir Madame Pécresse. Vous avez bon courage. Bon, Oui. non, pas parce que vous n'allez pas répondre à mes questions. Je vais essayer d'être claire et d'être rapide. Dans votre livre, que j'ai là et que j'ai lu avec attention, vous dites que vous interdirez le voilement des fillettes et le port forcé du voile dans l'espace public. Je voudrais juste avoir quelques précisions. Une fillette, c'est quoi? C'est 12, 14, 16? On sait qu'Éric Ciotti, lui, interdit le voile à toutes les mineures. Pardon, mais c'est moi qui suis candidate à la présidentielle aujourd'hui. Ce que je ne veux pas, c'est faire la police du vêtement dans la rue, c'est-à-dire une interdiction générale du voile dans la rue. Je pense que ça n'est pas possible. Mais en revanche, ce que je veux, et c'est ce que j'ai écrit dans la charte de l'ordre républicain que j'ai présenté, qui aura valeur constitutionnelle, que j'ai présenté ce matin, ce que je veux, c'est rendre les femmes libres. Et je ne veux pas... Je veux les émanciper, parce que pour moi, le voile n'est pas un vêtement comme les autres, c'est un signe de soumission de la femme. Donc je ne veux pas qu'on force quiconque à se voiler. Et vous le savez, Madame Saint-Cric, aujourd'hui, il y a malheureusement un certain nombre d'hommes derrière ces femmes voilées qui les forcent à porter le voile. Donc je veux qu'elles se sentent soutenues si elles veulent se dévoiler, si elles veulent retirer leur voile, qu'elles puissent porter plainte, qu'elles soient soutenues et qu'on puisse pénaliser le port du voile forcé. Et j'ajoute que je veux émanciper les petites filles. Pourquoi? Parce qu'on a, avec Jacques Chirac, vous le savez, interdit le port du voile à l'école. Moi, je souhaite que le port du voile soit interdit dans les compétitions sportives. Vous savez qu'Emmanuel Macron, sur ce plan-là, a refusé cette interdiction du port des signes religieux dans les compétitions sportives, alors que le Sénat a fait une proposition il y a quelques semaines. Je souhaite que dans ces lieux, qui sont des lieux d'émancipation des jeunes filles, il n'y ait pas de port de voile ou de port de signes religieux. Et j'ajoute que je ne veux pas qu'on voile les fillettes. Pourquoi? Parce que je pense qu'elles n'ont pas leur libre arbitre. Alors vous me demandez jusqu'à quel âge? Moi je pense que c'est jusqu'à 15 ans. 15 ans, c'est la majorité aujourd'hui du consentement. Vous savez, il y a eu ce grand débat avec Marlène Schiappa sur la question du consentement des jeunes filles. C'était pour parler de majorité sexuelle. L'âge, Madame Schiappa voulait 13 ans, nous on a demandé 15 ans. Alors disons 15 ans. 15 ans, interdiction avant 15 ans dans l'espace public, on est bien clair. Interdiction, c'est ça qui est écrit. Deuxièmement, quand vous parlez du port forcé, on voit un certain nombre de jeunes filles dans les reportages ou de jeunes femmes qui disent « mais je suis totalement libre, j'ai totalement choisi de le porter ». Comment vous faites la différence entre le port forcé et le fait de gens qui sont éventuellement endoctrinés depuis leur naissance? Mais vous savez, moi je suis d'une droite qui respecte la liberté individuelle. Donc chacun dans ma France a le droit à sa liberté individuelle. Tous les adultes ont le droit de choisir leur liberté, de choisir leur mode de vie. Mais en revanche, ce que je veux, moi, c'est protéger ceux qui sont victimes. Je veux protéger et je veux émanciper. Voilà. Très bien, donc pas de choses forcément interdites comme Éric Ciotti peut le proposer. Valérie Pécresse, vous vouliez... Je voulais juste... Nathalie. Je veux avancer un... Pardon. Allez-y. Vous parlez d'assimilation à un moment donné, dans votre livre toujours, en disant que c'est la maîtresse de la langue, la connaissance de l'histoire, l'adhésion sincère à nos valeurs. Vous êtes définitivement favorable à l'assimilation, contrairement à ceux qui utilisent plutôt le mot d'intégration. C'est deux concepts différents. L'intégration, c'est ce qu'on demande à chaque étranger que nous accueillons sur notre sol. Un étranger qui vient travailler en France, un étranger qui vient vivre en France, il doit s'intégrer. Ça veut dire qu'il doit respecter nos lois et ça veut dire qu'il doit bien se conduire. Ensuite, il y a la question de la nationalité française. Est-ce que vous voulez devenir français? Et quand vous voulez devenir français, c'est le Code civil, hein, c'est qu'il écrit, je pense que ça doit dater de Napoléon, qui dit, pour avoir la nationalité française, on doit être assimilé. On doit faire la preuve de son assimilation. Parce que la nationalité française, eh bien, c'est un ensemble de valeurs, une culture, une histoire, une langue. Et vous le savez, aujourd'hui, quand vous demandez votre naturalisation, eh bien, on vous demande des preuves d'assimilation. Et puis, pas de casier judiciaire. Et moi, maintenant, ce que je souhaite, c'est revenir... attendez, pardon, Madame Saint-Cric, j'ai pas terminé. Ce que je souhaite, c'est revenir au système qui avait lieu, j'allais dire, c'était les lois Pasqua.
c'est-à-dire plus de droit du sol automatique. Si vous êtes de parents étrangers nés en France, vous demandez à 18 ans la nationalité française et vous l'obtenez si vous donnez des preuves de votre assimilation, comme pour la naturalisation. Et de la même façon, si vous épousez un Français, et que vous devenez française par mariage, vous devez faire la preuve de votre assimilation. C'est très important parce que derrière le mot assimilation, il y a des droits et des devoirs. Il y a par exemple le fait que on refuse la polygamie, on refuse l'excision, on est pour l'égalité femmes-hommes. Donc des sujets qui sont très lourds, très importants, les valeurs de la République, la laïcité, la loi au-dessus de la foi. Pardonnez-moi, il y a un autre sujet très lourd et très délicat sur lequel vous avez une question, Nathalie Saint-Cric, il s'agit de la fin de vie. J'ai toujours dans votre livre, vous dites sur le suicide assisté, que vous n'êtes pas favorable à titre personnel à un changement de la loi, c'est-à-dire vous considérez que la loi Claes-Leonetti est suffisante pour l'instant. Alors, ma première question était, est-ce que vous pourriez évoluer, comme vous l'avez fait sur un certain nombre de sujets de société, comme le mariage pour tous, ou est-ce que, dès lors que vous êtes personnellement contre, il ne se passera rien, ou alors, par exemple, l'initiative d'Emmanuel Macron, vous la trouvez intéressante, la Convention citoyenne, et puis on se prononce, on réfléchit. Quel est votre véritable point de vue? Qu'est-ce qui se passera sous votre quinquennat? Alors d'abord, je vous le dis, moi, les conférences tirées au sort, la démocratie tirée au sort, je n'y crois pas. On peut trouver moi, autre je crois chose. au référendum et je crois au vote populaire. Non, mais c'est important parce que ces conférences citoyennes ne me paraissent pas pouvoir décider à la place des citoyens français de leur avenir. En revanche, sur cette question très, très sensible et intime de la fin de vie, moi, je respecte tous les points de vue. Parce que chaque point de vue vient d'une expérience personnelle, d'une histoire personnelle. Donc, vraiment, chacun est libre d'avoir en conscience sur ce thème un point de vue et jamais je ne donnerai de consigne de vote à ma majorité si je suis présidente de la République sur un sujet aussi délicat. Moi, j'ai mon éthique personnelle. Ce que je crois, mais attendez Madame Saint-Cric, ce que je crois, c'est qu'il y a une loi, Claes-Leonetti, qui permet la sédation terminale. La sédation terminale. Quelques semaines avant. Cette loi, elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Il n'y a que 30% des Français qui y ont accès. C'est un scandale français. Moi, je veux que tous les Français de France aient accès aux soins palliatifs, parce que c'est pas du tout la même fin de vie quand vous avez accès aux soins palliatifs et quand vous n'y avez pas accès. Moi, je sais que les Français, ce qu'ils veulent, c'est partir sans souffrir et dans la dignité. Et c'est ça que je veux leur offrir. Donc je veux les soins palliatifs pour tous et sur tout le territoire, y compris dans les territoires ruraux, dans les quartiers populaires. Mais je veux juste préciser que d'abord dans les sondages récents... Et on commence par ça. D'accord. Dans les sondages récents, alors vous me direz que les sondages, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, il y a quand même 94% des Français qui sont favorables à ce que dans les cas de grande souffrance et de maladies incurables, on puisse avoir le choix de disparaître et c'est une affaire de dignité. Donc ma question est claire, les soins palliatifs c'est une chose, c'est aider les gens à mourir en les faisant souffrir le moins possible. Vous, sous votre quinquennat, on applique mieux la loi, mais on ne change rien. Sur le fond. Mais la sédation terminale, pardon, hein, Madame Saint-Cric, la sédation terminale, ça va très loin. Ça veut dire qu'avec l'accord de la famille et de l'équipe médicale, on peut abréger une vie. On peut abréger de quelques semaines. La sédation terminale. C'est de quelques semaines, c'est-à-dire oui, ça ne résout pas tous les problèmes. Une semaine, mais vous avez raison. Vous avez infiniment raison. Vous avez infiniment raison. Ça ne résoudra pas tous les problèmes. Mais commençons déjà par appliquer les lois. Oui. Vous savez, c'est ça. On a le droit de réfléchir à des sujets et d'associer les Français. Qui rend les Français attentionnistes. Bon. Oui, allez, une dernière question. Encore plus. Moi, sur ces questions, Madame Saint-Cric, moi, je respecte tous les points de vue. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je pense que les points de vue évoluent en fonction de la vie et en fonction des événements de la vie. Et je pense qu'on n'a pas forcément la même vision à tous les âges. Sur le suicide assisté quand on est jeune ou quand on est... Enfin, les 94%, il y a de tout. Hein. Pardon, excusez-moi. Quand on est jeune et quand on est confronté au sujet. Et j'ajoute que je veux protéger les plus vulnérables. Parce qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention aussi à ce qu'on n'est pas trop loin et que certains de nos aînés ne se disent pas « je veux enlever un poids à ma famille ». Je veux enlever le poids de mes souffrances à ma famille. Très bien. Et ça, c'est aussi possible. Donc, vous savez, les abus de faiblesse, ça existe aussi. Les médecins vous en parleront et ils vous diront qu'il faut être très prudent dans ces domaines. Mais je suis très... Enfin, comment dire ? Je suis très
tolérante sur tous les points de vue. Et je pense qu'on doit écouter sa conscience et que c'est un choix intime. Oui, mais quand on n'a pas la possibilité, on ne peut pas écouter sa conscience. Nathalie, une dernière question. Dernier point, il y a des sujets qui ne sont pas énormément traités ni dans votre programme ni dans votre livre. C'est notamment le sujet du bien-être animal. Alors, ou de l'élevage intensif, c'est un certain nombre de choses qui concernent. Ah bah oui. Et puis alors, en revanche, sur la chasse... Alors, vous n'avez pas lu mon programme, parce qu'il y a toute une page, sur le bien-être animal dans le programme que je suis en train de distribuer comme je l'ai probablement pas sur lu les marchés. et que j'ai écouté en revanche votre intervention hier auprès de la Fédération nationale des chasseurs, je voulais juste vous poser 4 questions très simples pour savoir si c'est oui ou si c'est non. C'est par oui ou par non la réponse. Hein. Voilà, comme ça, De je grâce. parle doucement, vous entendez, vous répondez. L'interdiction de la chasse à courre ou des chasses traditionnelles. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction de la chasse à courre en raison de pratiques relativement barbares? Non. Très bien. Non mais je voudrais m'en expliquer parce que c'est trop facile de répondre par oui ou par non. Moi, je me bats aujourd'hui contre la 6e extinction des espèces. Oui. Je suis en train de monter un projet pour lutter contre l'un des trafics qui est le plus scandaleux au monde, qui est le trafic d'animaux sauvages, qui est la 4e contrebande au monde après les stupéfiants et les traites d'êtres humains. Donc aujourd'hui, il faut lutter contre ce fléau en termes de bien-être animal qui est un immense fléau. Oui. Il faut aussi repeupler en oiseaux la France, parce que nous sommes en train de perdre énormément en biodiversité. Donc j'ai un plan Sauvons les oiseaux où on repeuple nos forêts et nos espaces naturels avec 10% d'oiseaux en plus. Et par ailleurs, j'ai fait une charte dans ma région, de la région Amie des animaux, et toutes les villes sont aujourd'hui en train de signer cette charte. C'est par oui ou par non. Je vous dis juste ça parce que, par exemple, Éric Zemmour, qui a été reçu également par les chasseurs, a dit qu'on avait une vision, nous, citadins, que quand on voyait une biche, on croyait que c'était Bambi. Donc, simplement... Nathalie, c'est pas une conversation. Voilà, je continue. Alors, interdiction de la chasse à courre, non. L'abattage rituel, interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement. Est-ce que vous considérez qu'il faut continuer à tolérer qu'il y en a... Ce sujet est... Pardon. C'est très difficile ce dialogue, pardon, je suis désolée, les conditions sont difficiles. Sur la question de l'abattage rituel sans étourdissement, on aimerait tous trouver une bonne solution avec les cultes. Il va falloir dialoguer avec les cultes. Moi, j'ai demandé à Gérard Larcher, le président du Sénat, d'aller dialoguer avec les cultes, musulmans et juifs, sur cette question. Les Belges ont fait une avancée. Ils ont fait une avancée avec une technique qui s'appelle l'étourdissement réversible. Qui permet d'éviter la souffrance animale. Je ne sais pas si cette expérimentation belge marche et je ne sais pas si elle pourrait être acceptée par les cultes en France, mais je pense qu'elle serait bénéfique si on peut trouver un accord avec les cultes. Avec les cultes. Donc c'est plutôt oui ou plutôt non? Plutôt oui. Je voudrais qu'on lance une concertation sur cette question. Donc c'est ni oui ni non. Vous avez proposé qu'on crée un délit d'entrave à la chasse. Ce qui n'existe pas pour l'instant. Si cette question était facile à résoudre, je pense qu'elle aurait été résolue depuis longtemps, Madame Non, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait une forme de peur vis-à-vis des cultes, comme vous dites, et que ce soit un sujet hautement inflammable, et raison pour laquelle on ne veut pas l'aborder. Mais ce n'est pas mon avis, je ne suis pas en campagne. La dernière. Est-ce que vous avez proposé de créer un délit d'entrave à la chasse? Vous l'avez proposé hier, c'est-à-dire en gros pour empêcher, vous dites, les activistes qui interviendraient à l'occasion d'une chasse à courre et les pénaliser plus gravement. C'est définitivement quelque chose que vous voulez créer. Non, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Quand quelqu'un respecte la loi, les activistes n'ont pas à l'empêcher de faire une activité qui est autorisée par la loi. Moi, c'est la loi, rien que la loi, toute la loi. Et vous savez, je suis allée dans les Vosges. Ça va vous intéresser. Je suis allée dans les Vosges parce que je veux créer une filière bois en France. Je voudrais qu'on puisse avoir beaucoup plus de bâtiments en bois et je voudrais que notre bois ne parte pas en Chine et qu'il soit transformé en France. Est-ce que vous savez que certains activistes, aujourd'hui, taguent assassins sur les voitures des bûcherons parce qu'ils coupent des animaux? Est-ce que vous ne comprenez pas que les jeunes... C'est que la chasse... Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la chasse et la régulation des gibiers, ce sont des activités de la ruralité traditionnelle, de régulation. Et pour les Français qui les pratiquent, c'est un mode de vie, c'est une passion. Mais nous avons besoin de réguler le gibier. Très bien, c'est ça la vérité. Et de réguler aussi les nuisibles. Nathalie, allez-y. Voilà. Les jeunes ne sont pas forcément de cet avis-là. Voilà. Non, restez là, Nathalie. Encore une question de Laurent. Mais je ne suis pas chasseur, donc je vous le dis en toute simplicité, je n'opposerai pas la ruralité et l'urbanité.
Non, juste, Laurent, j'avais allez-y. promis la réponse sur la question des réfugiés ukrainiens. Peut-on, est-ce une bonne idée de les héberger dans des chalets ou des yachts des oligarques russes saisis en France? Alors Valérie Pécresse, c'est pour nos téléspectateurs une très bonne idée pour 63%, mauvaise pour 37%. Mais il y a quelques minutes, il y a quelqu'un qui en coulisses a tweeté et n'a pas été très content de ce que vous avez dit. C'est Fabien Roussel qui va entrer dans quelques minutes et dans quelques secondes en plateau parce qu'il dit que vous avez tout simplement pompé son idée. Vous avez repris son idée. C'est lui qui, en premier, a proposé de réquisitionner les les villas grands des esprits se oligarques. rencontrent. Ben voilà. Les grands esprits se rencontrent. On a deux choses en commun. On aime les steaks, les entrecôtes et on n'aime pas les oligarques russes. Valérie voilà. Pécresse, merci. Je vais vous remercier particulièrement et chaleureusement d'avoir accepté de jouer le jeu dans des conditions qui n'étaient absolument pas confortables. Je vais vous souhaiter également un bon rétablissement et peut-être une dernière question qui me trottait dans la tête en vous écoutant et en vous regardant faire cette première campagne présidentielle que vous faites. Je voulais savoir, qu'avez-vous appris sur vous-même depuis le début de cette campagne, Valérie Pécresse? Eh bien, que je pouvais me dépasser. Pas mal comme et que réponse. quand je trébuchais, je me relevais. Voilà. Et l'important, je pense, dans la vie, c'est quand on tombe, c'est d'avoir l'énergie de se relever. Parce qu'il y a encore 2 semaines de campagne et je pense que tout est ouvert parce que les Français vont pas se laisser voler ce scrutin par des sondages qui leur disent « circulez, il n'y a pas d'élection » et qui vont vouloir un vrai programme d'une droite forte et juste. Merci Valérie Pécresse, bon rétablissement à vous. Dans quelques instants, c'est donc le candidat du Parti communiste, celui qui se veut le candidat des jours heureux qui va prendre place dans ce studio. La politique, ça se passe sur France 2, vous l'aurez compris. Après Jean-Luc Mélenchon, après Valérie Pécresse, c'est Fabien Roussel qu'on accueille juste après ça. Bonjour la France! On s'adresse à ceux qui en ont marre. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir